Manuel, Romain, comment ça va? Bonjour Léo, bonjour Manuel. Bonjour. Vous n'avez pas répondu à ma question, ça va? Oui, ça va bien, et toi Léo? Ah oui, ça va très bien, et toi Romain? Ça va bien, merci Léo, et toi Manuel, ça va bien? Oh Vogiel, ça va très bien, merci. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que j'aime beaucoup, parce que mon ami, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Manuel Diaz, m'a recommandé un livre cet été, qui s'appelle L'art subtil de séduire. Tu confirmes que tu m'as recommandé ce livre, Manuel? C'est tout à fait vrai. Et comme son nom l'indique, ça parle de séduction. Et moi j'ai surtout envie de poser la question, pourquoi Manuel tu conseilles un livre pareil à Léo qui séduit déjà si bien naturellement? Putain, c'est fou, mais lui, les vacances, ça lui a fait du bien. Ah, c'est incroyable. Hein. Non mais attendez, il faut le dire. Vraiment, Léo, je pense que tu fais pas exprès, mais il y a un côté où tu attires... Jusque-là, c'était un compliment. Ouais, c'est ça. Mais je pense que tu fais pas exprès, mais vraiment, il y a un côté... séduction de ouf, et toi tu ne sais pas t'empêcher de séduire en fait. Alors, je le dis pour ma future femme, si. bien sûr que si. Mais non, merci, c'est gentil. Je pense que ça marche pas auprès de tout le monde. Enfin, j'en ai même la preuve très souvent. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup pour répondre à ton interrogation. Et je me suis beaucoup, pas forcément formé, mais je me suis beaucoup intéressé aux conseils de drague, aux formateurs, etc. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai conseillé ce livre. Et toi d'ailleurs, pourquoi tu l'as lu, Manuel? Alors, je l'ai lu parce que ce livre est celui qui a précédé l'art de s'en foutre. C'était ça, le titre? L'art subtil de s'en foutre. L'art subtil de s'en foutre, merci. Et en fait, il est du même auteur. Mark Manson. Merci. Et je sais que il avait commencé par ce livre sur la séduction, qui était une espèce de bêta-test, de prototype, avant d'arriver à l'art subtil de s'en foutre, qui ne traite pas du tout du même sujet. Non. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir comment, dans son processus d'écriture, il a été chercher sa méthode, sa façon de raisonner, etc. Tout ça pour trouver son réel sujet et d'arriver à son best-seller, qui était L'art subtil de s'en foutre. Donc en fait, ce livre a précédé son best-seller, lui a servi de prototype. On retrouve le modèle de pensée et la façon d'aborder un problème, de mon point de vue. Et le sujet de la séduction n'est finalement qu'un prétexte. Ouais. Tu peux le lire sous plein d'angles différents et l'interpréter sous des angles très très différents. Alors on a Romain dans la pièce, je sais, ça gratte de la patte, ça tire sur la laisse, il y a marqué séduction. J'allais vous demander, on parle de quelle séduction les gars? Il est déjà en train de baver, en fait. On a l'impression qu'on lui a servi un bol de croquettes neuves. Mais on va y venir, et je pense que la séduction est une arme redoutable dans le business. Pas au sens où on l'imagine forcément séduire la personne, ou voilà, mais plutôt les mécanismes psychologiques et intellectuels qui se cachent derrière la séduction sont, de mon point de vue, de formidables vecteurs de vente. Tu fais bien de parler de l'auteur, parce qu'effectivement, on n'est pas en train de vous vendre la formation d'un gars qui est coach de drague sur YouTube. Il y en a plein, c'est pas notre sujet aujourd'hui. Moi, je suis un peu déçu qu'on m'ait pas recommandé ce livre à 15 ans, parce que pour le coup, il m'aurait beaucoup servi, parce que j'ai trouvé ça hyper innovant. Alors, je fais pas dans la pédophilie. Hein. Non, c'est un livre qui raconte vraiment, pour répondre à ta question, Romain, comment être un homme séduisant. Alors, je préviens, c'est vraiment homme hétérocentré. Ça parle pas d'autres sexualités, ça parle pas de femmes, etc. Donc tu n'es pas concerné pour draguer une femme. Voilà. Ok. Quel rapport avec ce podcast? Vous allez nous dire, parce que là les gens vont se barrer en fait. Et ben en fait, ce que les gens qui se forment en drague apprennent à faire, c'est ce qui est le plus difficile à mon sens pour un homme, à savoir aborder un ou une inconnue pour lui avouer son attirance. Je sais pas si vous l'avez déjà fait. Dans le bus, en général, c'est dans un bar qu'on arrive à le faire parce qu'on est un peu éméché. Pour moi, c'est ce qui est le plus difficile à faire. Et j'en conclus donc que ce que ces gens qui se forment en drague apprennent à faire, c'est à sortir constamment de leur zone de confort. Bah c'est, je pense, difficile, mais pour tous les êtres humains, en fait. Ouais. Aller voir un autre être humain où tu ne sais absolument pas
par quoi il ou elle est attiré, sa situation en ce moment, ce qu'elle vit, etc. Puis tu peux te prendre un râteau. De ouf. Et j'ai découvert cette semaine un compte TikTok incroyable qui reproduit ce que font d'autres personnes à l'international sur TikTok, qui est: je sors un TikTok par jour pour vous montrer à quel point vous devez vous en foutre justement de la vie extérieure. Et il fait mais tout et n'importe quoi. Il va voir des gens mais je trouve ça génial parce que tu réalises vraiment en 15 secondes à chaque fois que bah ouais, en fait, tu peux t'asseoir là, chanter tout seul là dans la rue. 20 minutes après, tout le monde t'aura oublié, en fait. Alors moi, je vous recommande pas forcément d'aller draguer des femmes ou des hommes, c'est moins souvent le cas, mais de draguer des femmes dans la rue parce qu'elles sont déjà bien assez emmerdées, même si ça peut fonctionner. Hein. Alors moi, j'avais été vraiment étonné. C'était au Canada, où c'est complètement l'inverse, en tout cas à Vancouver. Quand j'avais découvert Vancouver avec Valentin alias Vodka, j'avais pu aller découvrir le Canada et notamment Vancouver. Là-bas, ce sont vraiment les filles qui draguent les mecs. Mais c'était genre très bizarre pour moi parce que j'avais 18 piges, t'arrives là-bas et vraiment tu vas te prendre un café le matin et t'as des gens qui t'abordent juste en mode « Hey, salut, ça va, on s'est jamais croisé dans le quartier, quoi. » C'est de là que ça vient. De quoi? Sortez Vancouver? Non. C'est bien. C'est pas mal, c'est bien. C'est pour ça que maintenant il pense qu'il est irrésistible. Ah mais oui, pas du tout. C'est depuis cette époque-là. C'est sa théorie. Oui. Non, c'est faux. Arrêtez de les écouter par contre 2 secondes parce que. Il y a plein de meufs qui sont allées le voir. Il se dit putain. Non mais attends, on règle le truc 2 secondes. Alors que Valentin les avait payés. Je suis Timothy Chalamet. Je suis pas dragueur. Arrête, tu me fais passer pour. Mais j'ai pas dit ça. Non, mais d'accord. Attends, on dirait. Par contre, excuse-moi, mais c'est toi qui as dit au début de ce podcast que je pouvais pas m'empêcher de séduire les gens et maintenant tu me dis que je te fais passer pour un monstre. Mais non, mais dans le sens où je pense que ce qui est intéressant, et tu vas sûrement y venir avec ce sujet parce que je suis au courant de rien, je découvre exactement comme. Pas comme d'habitude. Voilà, les gens qui nous écoutent. Mais en fait, toutes ces techniques-là, tu peux vraiment les utiliser par la suite dans le business. Eh ben, justement, on va arrêter sur la séduction au sens global de l'homme, la femme, tout ça, tout ce qui est primaire. Je pense qu'on peut. Je voudrais pas qu'on paraisse segmenté, hein, l'homme, la femme, très bien, parce que effectivement, le propos du livre est plutôt homme-femme, même s'il fait des apartés sur certains chapitres pour dire que ça peut s'appliquer dans d'autres configurations. On n'a pas de préférence particulière. Vous faites exactement ce que vous voulez. Vous séduisez qui vous voulez. Bon, globalement, on s'en branle un peu de votre sexualité. Alors, sauf sur les animaux et les enfants, quoi. J'irai peut-être pas jusqu'au feu. Oui, c'est peut-être un peu extrême. Voilà. Mais en tout cas, on s'en fout. Quelle que soit votre sexualité, on va pas parler de ça aujourd'hui. Je pense qu'on peut s'inspirer des leçons de ce livre pour apprendre à le faire dans tous les domaines, à sortir constamment de notre zone de confort, parce que finalement, si on doit retenir un truc de notre podcast, c'est l'importance de sortir de sa zone de confort et de se mettre en difficulté. C'est le fait de s'exposer. En sexe, on s'expose, disait Nekfeu. Oui. C'est vrai, putain, c'est incroyable. Manuel cite Nekfeu maintenant. C'est fou. C'est fou, elle est trop bien. Bientôt, Amandine du 38. Vas-y, continue. J'ai la rêve. Écoute, j'écoute du Nekfeu depuis longtemps. Ah bah oui, je sais, mais tu le cites pas comme un auteur habituellement. C'est rare, mais j'ai plusieurs cordes à mon arc. Ouais, je vois ça. Et donc, ce avec quoi les gens sont mal à l'aise, c'est le fait de s'exposer. Et souvent, il y a beaucoup de coachs qui vous apprennent à avoir des techniques pour avancer sans trop vous exposer, etc., etc. Moi, perso, je suis contre ce genre de choses, dans le business comme dans la vie perso. Je pense que ce qui est le plus simple, c'est ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Et ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise, en général, c'est de dire ce que vous pensez. Alors, il faut encore le dire intelligemment, au bon moment, avec les bons mots, mais toutes les techniques qui vous promettent que en faisant comme ça, en masquant vos sentiments, en masquant vos intentions, etc., vous allez arriver à vos fins, que ça soit séduire quelqu'un ou conclure un deal dans le business. Moi, perso, je n'y crois pas du tout. C'est pas du tout mon approche. Je préfère les approches extrêmement frontales où tu dis les choses et tu composes avec la réalité. Et c'est des techniques de business dont on a parlé assez tôt avec Romain, où quand on discutait sur comment approcher tel ou tel négo, etc., je t'ai dit de mon point de vue comment faire, et il s'avère que ça marche. Et ce qui est très marrant, en toute modestie. Oui, bien sûr, mais il s'avère que ça cartonne. Je suis désolé. Il s'avère que c'est exceptionnel. Il s'avère que tu es un génie. Je peux continuer très longtemps comme ça. En fait, au tout début, t'as l'impression que c'est toujours facile parce que t'as rien à perdre. En fait, t'as beaucoup de trucs qui reviennent, de se dire « Oh bah là, de toute façon, mon activité, elle a même pas démarré et tout, j'ai rien à perdre, on y va, etc. » Et après, quand t'évolues, t'as l'impression que t'as beaucoup à perdre alors que tu n'oses plus faire ces trucs-là. Et du coup, t'es plus lent.
Ouais. Et ce que j'ai découvert au fur et à mesure avec Influx, avec Manuel, c'est qu'en fait, plus tu continues d'appliquer... Quand tu l'as découvert avec Manuel, J'étais sûr qu'on allait faire un bingo. c'était quand? Le bingo. C'était quand ça? Quand j'ai rencontré Let's go. à ce moment-là, je me suis dit, putain, c'est fou. Manuel a gardé en fait le côté franchise, audace, etc. On y va, on va de l'avant, on découvre des nouveaux métiers, des nouvelles façons de faire, etc. Alors que t'avais toute une carrière déjà derrière installée, etc. Et je me suis dit, mais en fait, ce qui fonctionne, c'est du coup de rester toi-même, mais du coup de te forcer à pouvoir sortir justement de ta zone de confort, alors que j'avais l'impression avant, quand j'avais démarré mon activité, que plus tu avançais et plus tu avais une position confortable, moins il fallait sortir de ta zone de confort par peur de s'exposer. Alors et en que fait, tu c'est meurs. tout l'inverse, exactement. En fait, tu te laisses mourir. Ça rime à rien, mais ça, je trouve ça très difficile à faire. Tu perds à petit feu ce qui a fait ton succès. Ouais, mais d'un autre côté, plus tu avances, plus tu as des enjeux qui sont souvent importants, donc plus ton subconscient te rappelle en disant attention quand même, parce que là, si tu vas là-bas et que tu dis ça, t'as beaucoup à perdre. En fait, non. En fait, non, parce que tu vas continuer d'assumer la position que tu maintiens depuis que tu as créé tout ce qui t'entoure. En lisant le livre, tout le long, je me suis fait la réflexion mais en fait, c'est un vrai sujet pour le podcast, parce qu'à chaque fois qu'il donnait un conseil, c'est très psychologique. Il parle beaucoup de la psychologie humaine qui permet de séduire naturellement. Il est pas dans des petites techniques de drague, des petites phrases à glisser dans un bar, etc. Il s'occupe pas de ça. Il s'occupe vraiment de la psychologie, de la gestion des émotions, etc. Et je me suis dit tout le long, mais en fait, tous les conseils qu'il donne, ça peut s'appliquer à la vente. Mais toujours, en fait, parce que la vente, quand tu y réfléchis, c'est la volonté de deux parties de résoudre un problème. C'est ça. Il y a un gars qui a un problème, il y a un gars qui offre une solution. Est-ce qu'ils ont envie de résoudre le problème ensemble et de faire en sorte que la solution proposée soit celle qui sera retenue? Finalement, c'est ça la question. Donc, si tu as quelque chose à vendre, tu es un dragueur relou. Ouais. Si tu as envie de résoudre un problème, tu deviens plus désirable. Mais ce que j'ai retenu du livre, peut-être même baisable. Soyez baisable, ce sera la fin de ce podcast. Merci, à bientôt. Ce que j'ai retenu du livre, c'est qu'il n'y a rien de moins attirant que de sentir que quelqu'un est en train d'essayer de te vendre un truc. Pour bien vendre, il faut arrêter de vendre, il faut séduire. Je dirais même qu'il faut dévendre. J'allais exactement dire que c'était, je pense, l'un des outils et une thématique que j'ai le plus appris avec toi, Manuel, depuis qu'on s'est rencontrés. Allez hop, de bingo. Mais la dévente, finalement, c'est le truc le plus dur à faire. Et je pense que même à la fin de ta vie, tu sauras jamais parfaitement le faire, parce qu'il y a toujours un moment où t'as vraiment envie de le faire, le deal, le truc, etc. Mais je pense que c'est de cette manière-là que tu deviens le plus désirable. Qu'est-ce que vous appelez la dévente? La dévente, c'est... tu la joues au dé. Non, mais de... pas mal. Tu dis à ton client, on va voir. Selon le chiffre, ce sera le prix. Je dirais que c'est de faire comprendre à ton interlocuteur que c'est une chance pour lui et que toi, que tu le fasses avec lui ou avec quelqu'un d'autre, t'as juste envie de le faire bien. Et pour la personne qui le mérite en face. Pour moi, la vraie dévente, c'est ça. C'est pas le fait de dire à chaque fois, il est ultra booké, machin, et mentir de tous les côtés pour essayer de faire monter les prix ou je ne sais quoi. C'est plus de vouloir être sûr de faire le deal avec la bonne personne. Et du coup, à un moment dans la discussion, la personne va avoir l'impression de devoir réussir ce call pour avoir la chance d'avoir ce que tu veux lui vendre. Si je devais résumer la dévente, donc ça c'est ce qu'on a retenu, Romain. Est-ce que j'ai essayé d'expliquer? Combien sur 10 sur le 7. Oh, ça va, putain, pour Manuel, je suis trop content. Si je devais résumer la dévente, ça serait de ne pas être intéressé par la vente que vous avez à faire, mais être plus intéressé par le problème de votre client. Ok. Du coup, ça change totalement la posture. Ce que vous avez à faire, c'est à poser des questions, à comprendre son problème en profondeur, à comprendre ce qu'il cherche à démontrer, ce qu'il cherche à prouver, ce qu'il cherche à atteindre. Ouais. Plus vous allez poser de questions, plus vous allez vous intéresser à lui, plus il va y avoir une forme d'empathie qui va s'exprimer, et donc il va se créer une forme de sympathie pour vous. Et au moment où vous allez exprimer un certain nombre de solutions sans garantir ou sans être sûr qu'elles soient les meilleures,
elles seront naturellement plus écoutées parce que cette phase d'empathie aura créé de la confiance. Il n'y a pas de confiance sans empathie. Et quand cette phase-là est bien faite, normalement elle dure un certain moment, c'est pas juste en un seul appel de 5 ou 10 minutes que ça y est, tu passes toutes les questions et que le client se dit « Waouh, génial, c'est à lui que je dois faire confiance ». Souvent, c'est grâce à cette phase-là que tu fais un deal souvent plus important sur la durée avec un client parce que tu as noué justement des relations où tu t'intéresses réellement au fond de son problème et à comment tu peux le résoudre avec plusieurs actions que juste envoyer un devis très rapidement, moins d'1 heure, quoi. Mais pour ça, il faut accepter qu'il y ait des deals où tu dises à ton client « Je n'ai pas de solution pour vous. Ouais. Je n'ai pas la solution pour vous. J'ai peut-être quelqu'un dans mon réseau qui l'a pour vous et je vais vous le conseiller, mais je ne suis pas votre solution. » Pour que votre parole soit crédible, il ne faut pas chercher à vendre à tout prix. Il faut chercher à comprendre ce problème et il faut donc accepter qu'il y ait une déperdition dans vos leads, dans vos prospects, et que pour certains d'entre eux, vous les envoyez dans votre réseau de connaissances ou vous les envoyez vers d'autres acteurs ou vous leur dites, si vous n'avez pas de solution, que vous n'êtes pas la solution. C'est ce qui va construire votre crédibilité et c'est ce qui fait qu'ils vous rappelleront. J'ai une question pour toi, Manuel, justement là-dessus. À plusieurs reprises, je t'avais entendu dire que t'aimais pas trop les gens qui essayaient d'être entre deux, entre le côté très grand public et à vendre en masse et le côté très premium où on vend vraiment aux bons clients, etc. Est-ce que c'est par rapport à ça qu'à un moment tu dois faire un choix et te dire soit je m'occupe vraiment de mes clients de façon très premium, je pose toutes les questions qu'il faut, j'essaie de faire vraiment des choses très adaptées et donc je suis vraiment catégorisé luxe, ou est-ce que je suis très grand public, je fais de la masse, je m'intéresse moins aux problèmes de mes clients, mais par contre, toutes les solutions que je leur vends sont rapides à faire, à exécuter pour résoudre leurs problèmes. Et tout ce qui se passe entre les deux, bah, souvent on y croit un peu moins, parce que on essaie de plaire à tout le monde. Disons qu'il y a plusieurs questions dans ta question. Moi, j'ai toujours du mal avec ce qu'on appelle le ventre mou. C'est-à-dire que dans un marché, tu as ou un marché de masse, et donc là, il faut peu de personnalisation, beaucoup d'automatisation et des produits sur étagère que tu achètes tels que. Donc ça, c'est des produits figés et tu essayes de faire du volume. Type Amazon. Type Amazon. C'est simple, il n'y a pas de conseil client, tu vas, t'achètes ton produit, puis voilà. Par exemple. De l'autre côté, tu as le marché haut de gamme, où là, effectivement, la vente devient une expérience. On t'écoute, on écoute ton projet, on s'adapte, on essaye de comprendre, on va essayer de chercher la meilleure solution, quitte à te dire à certains moments qu'on ne l'a pas. Et là, on est dans un vrai processus expérientiel et qui est beaucoup plus haut de gamme, et c'est normal qu'il coûte plus cher, puisque ce qu'on appelle le cost of sales, le coût de la vente, le coût de temps passé avec toi avant même de te vendre quoi que ce soit, doit être amorti dans ton prix de vente, puisque tu prends du temps pour tes clients, et donc il faut l'inclure dans le prix de ton produit ou de ton service. Le ventre mou, c'est exactement tous les produits qui sont entre les deux, qui n'ont pas choisi. Je ne suis ni un marché de volume, ni un marché de luxe. J'essaye de faire un peu des deux. Et ça, c'est une catastrophe. En général, il n'y a pas de place pour ce marché-là. Regarde, prenons le marché de la mode, il est intéressant. Il y a de la place pour H&M, Zara, Uniqlo, marché de volume. Les produits, c'est ceux-là. Tu les aimes pas. Ils sont là, ils sont disponibles en masse. Ils sont compétitifs en prix. Tu les achètes ou tu les achètes pas. Il n'y a pas de séduction. Très largement distribués. Il n'y a pas d'expérience client. Ou, à contrario, à l'autre bout du spectre, tu vas prendre du Hermès, du John Loeb, du Europeana, du Goyard, etc. Où là, le produit est rare. Il faut se battre pour l'avoir. Il faut quasiment candidater pour l'avoir. C'est les raffles sur les sneakers. Ça, c'est ouf parce qu'ils ont réussi. Il est cher, etc. Et il y a une véritable expérience, un sentiment d'appartenance. Tu fais partie de ceux qui l'ont ou tu fais pas partie de ceux qui l'ont. Tu connais cette marque, tu connais son histoire. La relation avec ton conseiller de vente, puisqu'on va plus appeler ça un vendeur, t'a raconté une histoire et t'a donné un supplément d'âme qui fait que tu as une forme d'empowerment quand tu es client. Et tout ça, ça a un coût qui se répercute sur la valeur du produit. Mais entre les deux, c'est très très compliqué de s'en sortir. Et moi, je crois qu'il faut arrêter de vouloir faire plusieurs trucs en même temps, en fait. Quand je cherche un coiffeur pour homme. Ah bon? Ouais.
D'accord. Bah, Putain, j'aurais pas dit Adwork comme. Non, c'est ok. on va tous chez un coiffeur exclusivement pour hommes. On va même chez. Enfin, moi, je vais chez un barbier. Donc, On va pas dans un salon qui fait Vous allez homme, tous- femme, qui fait barbeur et tout. Enfin, soyons simples, vous allez tous chez mon coiffeur, en fait, pour faire simple. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais avant, Ah oui, c'est vrai. Maintenant que tu le dis. mon coiffeur, c'était un coiffeur pour hommes. Oui. Je pense que c'est plus vendeur d'aller chez quelqu'un qui est spécialisé dans tel domaine, dans telle gamme, dans tel niveau de produit, plutôt que d'aller chez quelqu'un qui fait un petit peu tout. Ouais, mais ça, c'est encore autre chose. En fait, c'est ce qu'on appelle la lisibilité de l'offre. En fait, à un moment, effectivement, tu gagnes en attraction à partir du moment où tu es lisible. À force de faire des tonnes de trucs, on finit par ne plus savoir ce que tu fais véritablement. Et puis il y a vraiment, au-delà de l'offre, il y a vraiment de l'expertise. Oui, mais ça va avec, en fait. Parce que je pourrais aller chez un coiffeur mixte, mais je me ferais la réflexion de mais il a peut-être plus de femmes que d'hommes et du coup il le fera pas très bien. Je suis pas sûr que la permanente et les mèches violettes Ça me fait penser aux exemple, histoires très Tinder avec les gens qui ont pas leur photo de profil. Allez, donc. Mais c'est bien, tu ressentes sur la séduction, ça peut vous être utile sur Tinder, mais c'est pas notre sujet. C'est marrant parce que vous avez évoqué plein de trucs qu'on va retrouver parce que j'ai retiré 4 leçons de séduction qui sont dans le livre pour vous aider à mieux vendre. Est-ce que vous voulez entendre la première? Oui, Léo. Première leçon, c'est la base du livre. Votre pouvoir de séduction est inversement proportionnel à votre dépendance affective. Plus vous êtes dépendant, moins vous aurez de succès. Parce que vous donnez la priorité à l'image que vous renvoyez plutôt qu'à votre personnalité réelle. Votre comportement est motivé par le souci d'impressionner, de plaire, et les gens le ressentent. Oui, c'est ce qu'on appelle le transfert de pouvoir. À l'inverse, moins vous êtes dépendant, plus vous êtes séduisant. Parce que votre comportement est motivé par vos propres valeurs. Quand les gens tiennent un propos vague, du genre je sais pas, il a un truc. En fait, ils font référence à l'absence de dépendance affective. Paradoxalement, celui qui ne cherche pas l'admiration l'attire. C'est un peu ce que vous disiez par rapport au client. C'est-à-dire le fait de la dévente repose exactement sur ce biais psychologique-là. En fait, le transfert de pouvoir, il est assez simple à comprendre. À partir du moment où tu cherches absolument à séduire, tu donnes à l'autre la capacité de dire « je suis séduit » ou « je ne suis pas séduit ». Donc tu lui donnes le cut. C'est lui qui va décider. Si tu n'accordes aucune importance à son avis et que tu décides d'être toi et qu'à partir de ce moment-là, soit les gens adhèrent, soit ils n'adhèrent pas, mais il n'y a pas de position intermédiaire et leur avis importe assez peu, à partir de là, tu deviens beaucoup plus séduisant. Parce que on voit quelqu'un qui sait où il va, on voit quelqu'un qui sait comment il y va, et on se dit, soit je joue avec ses règles, soit je ne fais pas partie de son monde. Et donc les gens qui ont un intérêt pour toi vont faire des efforts pour rentrer dans ton monde. Ça, c'est très très important dans une relation de business. Quand tu installes une relation avec un prospect, tu vas dire voilà mes valeurs c'est ça. La vente on va y procéder de cette manière-là et on ne franchira jamais ces limites-là. Et notre éthique c'est ça, etc., etc. Ça rend les choses simples. Et ton prospect va dire ok ça me convient et à partir de là je vais faire des efforts pour rentrer dans leur univers. C'est tes conditions générales de vente. C'est tes modalités de paiement. C'est tout un tas d'éléments qui sont autour de ton produit et de ton service qui font partie des conditions dans lesquelles tu veux exercer le business. Si tu n'es pas clair, si tu dis oui à tout, si tu dis ah oui, vous voulez payer dans 90 jours, bon ok, on va trouver une solution, etc., etc. C'est le pire truc. Alors, à ce moment-là, tu transfères le pouvoir à ton prospect et il va te balader. Il fera de toi ce qu'il veut. Et tu n'es pas désirable. Et c'est d'ailleurs une protection, le fait que Influx soit en contact avec les marques et que du coup prenne toute la responsabilité. Parce que si un créateur est en contact avec une marque, à partir du moment où il aime bien la marque, il aime bien les produits, c'est dévastateur parce que pour son business, il va commencer à accepter des produits gratuitement, aller à tous les événements, etc. Et au final, c'est une marque qui va jamais le payer. Ben, en fait, il finit en gifting et quand il a faim, le soir, chez lui, il est obligé de lécher des paires de baskets, en fait. Et puis la marque va dire à ses collègues autres marques, oh mais lui, il accepte le gifting, etc. C'est dévastateur. Au bout d'un moment, il n'y a plus de vente. C'est des choix. Et ça, c'est souvent
très compliqué à faire, surtout quand tu démarres ton activité, parce que tu as envie un peu de réussir de tous les côtés. Donc parfois tu arrives à avoir un client qui est plus réceptif à ton niveau de désirabilité, etc., et qui va rentrer dans ton jeu et tu te dis oh trop bien, je suis là. Le lendemain tu vois un autre client qui te fait rêver depuis 10 ans et puis tu te dis oh putain non mais lui je vais dire oui à tout. Et en fait c'est le pire truc à faire, et c'est ce qui a été très difficile d'ailleurs chez Influx pour l'expliquer à certains créateurs, c'est de leur dire non mais il y a certaines marques qui vont vous faire rêver, mais pendant 1 an ou 2 vous ne les aurez pas. Parce qu'en fait, si vous les avez maintenant, ces marques-là ne vont pas vous respecter, elles vont vous utiliser. Et si vous faites ça, vous perdez tout niveau de crédibilité avec votre communauté, le niveau de créativité, etc. Parce que vous allez juste vous prostituer au profit d'une marque, et c'est dommage, parce que ce sera pas le bon timing. C'est la raison pour laquelle on est extrêmement sélectif sur les créateurs qu'on représente. Ouais. Parce que notre volonté, c'est d'aider ces créateurs à avoir un business sustainable, donc qui va durer dans le temps. Et pas de stimuler la facilité. La facilité, c'est d'accepter le gifting, c'est d'accepter d'aller à toutes les soirées auxquelles t'es invité, c'est d'être flatté qu'une marque te considère. Parce que quand tu démarres, tu es flatté qu'une marque t'envoie un email ou ne serait-ce que note ton existence, en fait, au milieu d'un océan de profusion de contributeurs de contenu. Tout ce que tu dis, là, je l'ai fait avec des marques en me disant, si je suis présent, si j'accepte les trucs, je fais du contenu gratuit et tout, ils vont me remarquer, ça ne se traduit jamais en business. Pas du tout, jamais. Et donc, la difficulté, c'est d'expliquer aux créateurs que c'est pas parce que tu vas être gentil avec une marque, accepter toutes leurs conditions, et y compris leurs idées les plus débiles, que tu sortiras du lot, en fait. C'est au contraire parce que tu sais où tu vas, tu sais comment tu veux faire les choses, tu fais respecter le fait que tu es un vrai créateur professionnel qui a besoin de moyens pour faire des contenus professionnels et de qualité, que la marque va avoir le désir d'associer son image à la tienne. Pour revenir sur la séduction, c'est le fait d'être toujours disponible qui te met dans la friend zone. Bien sûr. C'est exactement la même attitude qui fait que tu finis dans la friend zone. Mais pareil avec ces marques, tu deviens un pote et c'est bon, tu vas pas nous demander de payer. Je pense que le vrai truc difficile à faire, c'est la justesse. Il faut ni être dans l'exagération de ne jamais se rendre disponible, de se faire passer pour le président de la République ou je ne sais quelle autre personnalité très occupée, etc. Et d'un autre côté, la personne toujours disponible. Un peu comme en fait, c'est ça qui est incroyable, je pense. J'ai pas lu le livre, mais c'est que tu peux vraiment comparer cette relation que tu pourras avoir dans un couple à une vraie relation business, parce que mais même après des années de relation, ce qui fonctionne, c'est que quand à un moment l'autre te dit ah bah là c'est maintenant super, on est dispo, bah non moi je pourrais pas, c'est que dans 2 heures parce que là je peux pas, et ah ouais tu fais pas ça pour moi, bah non pas pour toi parce que j'ai décidé autrement et que ça sera dans 2 heures. Bon ok, c'est ce truc là qui crée l'attente, qui crée l'envie de voir l'autre et tout ça, et je pense que c'est important, mais c'est très difficile à faire, surtout en fonction du caractère qu'on a, parce que parfois tu peux être très enjoué, etc. Je vous donne mais vraiment juste des remarques toutes bêtes, mais vous recevez un jour une proposition que vous rêvez d'avoir depuis des années, bah, répondez pas dans la minute. Parce que c'est que des petits trucs comme ça qui feront exactement comme en soirée la personne qui vient vous voir d'un coup et tu dis ah bah super, viens, tu veux un enfant? C'est la même chose en fait. T'es pas obligé d'aller aussi loin, hein. C'est un conseil qu'on entend beaucoup dans les conseils de drague. C'est ah bah quand tu reçois un message, réponds pas tout de suite, regarde Titanic et à la fin de Titanic tu peux répondre. Il y a vraiment des gens qui conseillent ça? Ou je l'ai déjà lu. Ok. Voilà. Il faut pas tomber dans l'exagération. Faut aimer Titanic. Oui, mais il faut surtout être naturel. Et ce qu'on vous dit là, ça peut être des tips, etc. Mais ça veut pas dire se travestir en un super connard. C'est vraiment pas ça. Mais c'est ça qui est difficile à faire. Eh bien, on en arrive à mon point numéro 2. Arrêtez de jouer un rôle. La majorité des conseils de drague disent, comme tu le disais, d'attendre un certain temps avant de répondre à un message ou d'utiliser des phrases préfaites. En bref, jouer un rôle. Ce qui est la preuve de votre dépendance. Parce que c'est pas naturel. On retrouve ces mêmes conseils dans les conseils de vente. Le conseil de l'auteur, c'est d'apprendre à être réellement moins investi en inversant les rôles. Peut-être qu'au début, Romain, tu faisais un peu exprès, tu te forçais à dire non, mais je peux pas tout de suite, là, j'ai un call, etc. Maintenant, je pense que c'est devenu naturel. Complètement. Et d'ailleurs, c'est très marrant, je le dis parce qu'on est en podcast et j'ai toujours l'impression d'être en petit comité, mais parfois, même le week-end, ça m'arrive avec certaines relations, etc., business plus avancées,
de juste répondre en disant ah pardon, j'étais dans un call. Mais c'est devenu juste une habitude. Je vais pas dire ah ben pardon, je suis en train de boire une bière avec mon frère. Tu vois, par exemple, tu vas pas raconter ta vie à un client. Donc à un moment, c'est normal aussi d'amener une discussion pour toujours avoir ce côté oui, on a la chance de se parler là maintenant, alors faisons le truc bien, quoi. Tu vois. Inverser les rôles, qu'est-ce que ça veut dire? Pour revenir sur la séduction, plutôt que de vous demander si vous allez plaire à une fille, demandez-vous si elle va vous plaire. Et ça marche aussi avec un client. Au lieu de chercher absolument à rompre un silence pendant un call, attendez de voir comment lui va réagir. J'adore le sourire de Manuel, j'allais dire, ben voilà, vous avez le parfait connard pour faire ça, c'est insupportable. Manuel, c'est le roi du jeu du silence. Vraiment, genre, c'est horrible. Il arrive dans un call, par exemple, Manuel, c'est bonjour, il a jamais parlé aux gens, hein, et c'est tout. Et les gens sont en face. Oui, alors super, on voulait vous parler en fait pour... À partir de là, c'est bon, t'as inversé les rôles. Ça veut juste dire que Manuel s'est rendu disponible là maintenant 15 minutes, il écoute ton problème, soit t'as des choses à lui dire, soit il pourra rien faire pour toi, parce que si t'as pas envie de lui parler, de toute façon, il va pas inventer tes problèmes à ta place. Et je trouve ce truc super difficile à faire, et pour vous raconter des anecdotes, ça met très mal à l'aise Léo. Notamment au restaurant. C'est incroyable. On a des malaises de Léo parce que Manuel, parfois, il y a des gens qui nous proposent, enfin des serveurs qui nous proposent, vous voulez telle table. Manuel, on a envie de discuter tranquille, on est vraiment étriqué entre d'autres gens et tout. Manuel dit non et laisse un blanc. Et il attend. Et là, Léo, à ce moment-là, je pense que Léo avait rêvé de dire je vais aux toilettes, je vous rejoins. Ça va mieux quand même. Tu t'habitues. Je m'y suis un peu fait. Mais pour moi, à la base, c'est insupportable. Mais je voudrais pas que les gens pensent que c'est un processus machiavélique. Mais non, mais c'est très honnête. Une méthode. Mais en fait, c'est pas vrai. En fait, c'est super naturel. Tu me dis, vous voulez cette table, et je te dis non. Ben voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Mais tu mets la responsabilité sur l'autre, et en général, tu découvres qu'ils ont une table meilleure, en fait. Bah oui, c'est ça. En fait. Le meilleur exemple, si je peux donner un exemple, dernière soirée où on a passé un super dîner avec Manuel, voilà, je vous dis. Voilà, vas-y, très qu'est-ce bien. que vous avez mangé, Voilà. tu peux nous raconter, on a le temps. Non, pas à ce point-là. Okay. Manuel dit non pour une table. On lui dit que ça va être super compliqué, que c'est pas cette table et tout. Mais vraiment, je dis à ce moment-là, Manuel, non mais attends, on peut le rappeler, on peut lui dire que là ça va et tout. Et Manuel me dit, ah t'inquiète pas, la balle va revenir toute seule. Et cette phrase, je la trouve géniale. La balle est vraiment revenue toute seule et on nous a super bien placés dans un petit coin un peu bar jazz et tout où on n'était pas du tout censé dîner et on a passé une excellente soirée. Je me suis dit putain, tu mixes cette audace avec sans le côté irrespectueux, hein, c'est pas du tout le côté péteux du client connard, etc. Non, c'était juste gentil de dire non, cette table nous convient pas, on voulait parler de business, on veut parler ensemble, etc. Et vraiment, je trouve ça incroyable de dire la balle va revenir toute seule. Et c'est exactement ce qui peut se passer dans tes relations en fait. En fait, moi je pars d'un principe très simple qui est de dire que si tu me poses une question, il faut que tu puisses souffrir de la réponse. Ouais, sinon tu poses pas la question. Sinon, ne me pose pas la question. Tu dis, on a cette table. Voilà. Et à ce moment-là, je dis, écoutez, désolé, ça va pas nous convenir, et j'assume, et je m'en vais, et je change d'endroit. Mais si tu me poses la question de savoir si ça me convient, il faut que tu puisses entendre la réponse, sinon ne me la pose pas. Troisième conseil, soyez vulnérable. Selon l'auteur, la clé de la séduction, c'est la vulnérabilité, qui est à différencier de la faiblesse. Accepter sa vulnérabilité, c'est prendre des risques. Celui de raconter une blague qui ne fera peut-être pas rire, Manuel sait très bien le faire, de défendre une opinion qui pourrait ne pas plaire, en bref, se mettre dans une situation clivante. Si votre comportement est motivé par la quête d'approbation, c'est un signe de statut inférieur. Votre degré d'exposition de vulnérabilité est un indicateur de votre statut et de votre confiance. Ça te va tellement bien, ce conseil, Manuel, parce que faut savoir que Manuel s'en fout de faire une blague dégueulasse à des gens qu'il ne connaît pas et qui sont assez importants. C'est vrai. Mais par contre, l'humour noir, etc., pour toi, c'est tout le temps. Mais par contre, Manuel le maîtrise. Mais ça marche. Moi, j'ose, mais je le maîtrise pas du tout. Oui, c'est vrai. Donc, ça ne rend jamais la même chose. Moi, ça rend vraiment un truc mal à l'aise où tu te dis, ce mec est très bizarre, il devrait être enfermé. Et Manuel, c'est plus le truc de, bon, ok. Je pense qu'il le dose mieux. Voilà. Et toi, tu crées plus de moments de gêne. Oui, je suis un professionnel là-dedans, effectivement, il faut le dire. Je vais vous lire un petit texte de Boris Cyrulnik que j'avais posté sur mon Insta, mais qui est très intéressant et qui va dans le sens de ce que tu es en train de raconter. L'ignorance provoque un tel état de confusion qu'on s'accroche à n'importe quelle explication afin de se sentir un peu moins embarrassé. C'est pourquoi moins on a de connaissances, plus on a de certitudes. Il faut avoir beaucoup de connaissances et se sentir assez bien dans son âme pour oser envisager plusieurs hypothèses. Trop compliqué pour moi, celle-là. Il y avait plus d'une phrase. Et ouais, c'est ça. Hein. En général, plus de 6 mots.
en fait, tu peux accepter de faire une vanne qui ne va pas faire rire les gens, tu peux accepter de cliver un auditoire, tu peux accepter de plaire ou de déplaire à partir du moment où, en réalité, tu sais que tout ça est très relatif. Mais le fait que tu acceptes de prendre ce risque est séduisant. Après, il y a forcément... Alors ça, c'est une conséquence. Mais Oui. la root cause, je veux dire, c'est que, en fait, tu t'en fous. Oui. Tu t'en fous un peu. Mais ce que je veux dire, justement, j'allais y venir, c'est que je préfère prévenir les gens, il y a des moments où ça va pas marcher. Ah Comme oui, le c'est disait sûr, Romain, c'est sûr. tu peux faire un truc, tenir une opinion clivante ou faire une blague qui passe pas. Il y a des moments où ça marchera pas. Mais tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, ça veut dire faire l'effort de réfléchir avant de parler. Complètement. Oui, Enfin, bon, alors attends, là on est à un niveau mais non, quand même, mais parce assez, que- assez inférieur. parce qu'il y a des gens... Romain a parce- découvert il y a très peu de temps qu'il fallait réfléchir, qu'il fallait auto-réfléchir avant de parler. Je dis ça parce que certaines personnes peuvent avoir le caractère et la façon de se dire non mais moi je suis moi-même et puis ça plaît ou ça plaît pas. Et j'étais exactement dans ce cas-là. Oui. Voilà. Et je pense que c'est une grave erreur parce qu'on est des êtres sociaux et à partir de ce moment-là, à un moment, si ça te fait plaisir de dire tu vas jouer un rôle, mais oui c'est vrai parce qu'à un moment tu joues un rôle pour séduire l'autre, pour plaire à l'autre et au fur et à mesure de te découvrir avec l'autre, ben, tu deviens plus personnel. Moi, j'ai un problème avec l'idée de jouer un rôle. Tu dois pas jouer un rôle. Tu dois être toi et tu dois accepter la sentence du fait que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Il faut juste pas être dans l'irrespect. Mais il faut pas jouer un rôle. Quant à la question de réfléchir avant de parler, c'est très bien. C'est ce que j'appelle la diarrhée verbale. Il y a beaucoup de gens qui prononcent exactement tout ce qui leur passe par la tête. Et à un moment, Je te baise. Vas-y, continue. j'ai juste pas envie de discuter avec des gens qui chient par la bouche, en fait. Ça me pose un problème. S'il peut y avoir un processus de réflexion avant de prononcer des choses, c'est bien. C'est comme, alors désolé, je vais être un peu clivant, mais bon, il y a des mecs aussi, mais c'est comme toutes ces meufs qui disent ah moi je m'en fous, je dis tout ce que je pense, et c'est pas très grave, etc. Bah non, en fait, si tu veux, tu n'es pas un gallinacé, tu ne fais pas partie des volatiles. C'est pas parce que tu vas rire très fort que ça va excuser la médiocrité de ta pensée. Donc on ne peut pas excuser la médiocrité de la pensée par une espèce de rire de circonstance. Et souvent c'est en faisant ça qu'on provoque des blancs. Et c'est pas grave d'avoir des blancs. Par exemple, à chaque fois, je pense au rendez-vous au restaurant. T'as des gens, ils se rencontrent, etc. Ils sont au restaurant et parce que ils n'acceptent pas d'avoir des moments de blanc, juste où tu réfléchis avant de parler, ils parlent tout le temps. Juste pour combler ce vide. Mais je trouve pas ça dramatique. Au Mais contraire, je trouve ça cool. C'est fou que tu dises ça parce que pour moi, tu ne produis jamais aucun silence. Ah bon? Ouais. Ouais, c'est vrai que t'as toujours un truc Tu à parles dire. tout le temps. Bah parce que je suis avec vous. Ah bah, espèce de con, ils sont tout seuls au restaurant. Ben non, mais quand je connais pas les gens, j'ai pas tout le temps un truc à dire. Je vais pas parler de ma vie, etc. Mais quand Vous, t'es je au vous connais. restaurant Donc, avec quelqu'un, tu le connais un minimum. T'es allé au restaurant avec ah lui, ben quand ça même. c'est parce que nous, on est éduqués d'une certaine manière où on ne va pas au restaurant avec un inconnu. Je te jure qu'aujourd'hui, surtout dans le business, parce qu'on parle de business depuis tout à l'heure, Qu'est-ce que tu il y a des gens qui non mais je te jure, t'as des gens qui passent 15 minutes de call et qui se disent ah mais on s'en parlera autour d'un bon déjeuner, etc. Ah oui, d'accord, mais ça c'est un Ben autre voilà. sujet, c'est qu'ils font des... Oui, mais bien sûr, mais quand tu prends rendez-vous avec quelqu'un au restaurant, tu discutes avec la personne. Ben oui, mais pas pour tout et rien dire. Non mais je voulais juste... Ouais, c'est un truc très franco-français aussi de faire du business à table. Ouais. On peut comprendre. La réalité, c'est que vous allez perdre énormément de temps, en fait, parce que si... Mais je crois qu'on en a parlé dans un podcast. Hein. Oui, Ouais, je le redis, mais si ce rendez-vous n'avait aucun intérêt, ben en fait, il va fatalement durer le temps d'un déjeuner. Alors que si c'était un café ou un call, si le rendez-vous n'a aucun intérêt, au bout de 5 minutes, vous pouvez l'écourter. Et puisqu'on en parle, je le recommande pas non plus pour un date, parce que si ça se passe mal, C'est infernalement tu long. fais l'entrée, le plat, le dessert, un petit café, c'est l'enfer. Donc juste aller boire un verre et puis après prétexter que vous avez autre chose à faire. Si ça se passe mal, parce que si ça se passe bien, c'est con. Et parler De par... prétexter que t'as autre chose à faire, Bah c'est un oui, peu c'est con. con. Non, Ouais, je préfère donner le conseil en entier. ça s'appelle se saborder. 4e conseil, qui va encore une fois beaucoup plaire à Manuel. Soyez honnête. Merci. Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, même si c'est désagréable, faites-le. Parce que pour être authentique, l'honnêteté doit être inconditionnelle. Inconditionnelle. Toujours pas l'orthophoniste. Hein. Et cette vérité peut parfois être brutale. Ça te fait plaisir, ça, Manuel. Moi, j'adore la brutalité intellectuelle.
Quand vous êtes prêt à rompre les liens avec un client ou avec quelqu'un dans votre vie personnelle, parce que vous estimez qu'il est chiant, que ça se passe pas bien ou qu'il respecte pas vos conditions, vous êtes en réalité en train de faire respecter votre degré de tolérance. Ce qui est très attirant. T'en parlais tout à l'heure, Manuel. C'est la raison pour laquelle il est tout à fait possible d'énerver une femme tout en la séduisant ou un homme. Cette honnêteté sert à une chose, séparer les gens qui ne se font pas de bien. Mais bien sûr. Moi, ça me paraît frapper au coin du bon sens, le truc, en fait. C'est que. Mais c'est difficile. C'est difficile à mettre en exécution pour un certain nombre de personnes, mais je pense qu'il faut que tu établisses des règles parce que on ne respecte que ce qui est respectable. Donc, si tu ne te rends pas respectable, tu ne seras jamais respecté. Ouais. Et c'est très, très important. Si tu es un béni oui-oui, on ne te respectera jamais. Donc, il faut avoir certains appellent ça du courage. Moi, je trouve pas que ce soit du courage, mais enfin, au moins l'intégrité ou l'honnêteté de dire ça, c'est acceptable pour moi et ça ne l'est plus. Et même si ça te fait souffrir. Ouais. Parce que ce qui te fait souffrir à un instant T ne te fera plus souffrir demain. En fait, à un moment, la nature est faite ainsi que tu arriveras à surmonter cette problématique dans le temps, en fait. Donc, il faut juste accepter de dire aux gens, ça, ce sont mes conditions, et soit on s'entend sur les conditions, soit on joue pas au même jeu. Et quand tu fais ça avec un client, t'as pas la réaction de mais je paye, alors vous faites ce que je vous demandez, j'imagine que ça existe, ça. Bien sûr. Justement, sur de la séduction perso, je comprends ce que vous dites depuis tout à l'heure, mais si t'es dans de la séduction pro et que ça marche pas avec la personne, c'est pas pour autant que ça ne peut pas marcher avec l'entreprise qu'il y a derrière. C'est pas forcément avec la personne, c'est avec la méthode de travail, etc. Exactement, mais parfois t'as des gens dans certaines entreprises, et j'en ai même de belles entreprises en tête avec qui on pourrait rêver de travailler, et juste parce que les personnes qui sont à ces postes-là, ça le fera jamais sur l'entente. On n'arrive pas du tout à nouer de liens et à essayer d'être créatif pour eux, proactif, etc. Arriver avec des idées. Comment on fait dans ces cas-là, en fait? On essaie de changer d'interlocuteur. Parfois, ça peut être vexant aussi. Tu te dis, bon, je sais que cette personne-là, vraiment, c'est impossible de m'entendre avec cette personne. Elle m'appelle toutes les 2 minutes, ça, elle exagère, machin. C'est vraiment personnel. Ben ouais, mais à un moment, c'est ça. On est des êtres sociaux. Comment tu fais dans le business quand tu t'entends pas avec une personne, mais que pour autant, tu veux pas mettre à mal le deal qui peut se faire avec la marque qui est derrière? Il y a que toi qui peux répondre. Si c'est Romain qui pose la question, il y a que toi qui peux répondre, Manuel. Alors, moi perso, je crève l'abcès assez vite. C'est-à-dire que je vais dire à mon interlocuteur, on n'est pas fait pour s'entendre. Ah oui? Je n'aime pas ça. Mais je non. n'aime pas cette façon de procéder. Est-ce que pour autant, l'entreprise que vous représentez et l'entreprise que je représente n'ont pas d'intérêt à faire du business ensemble? J'en suis pas sûr. Est-ce qu'on va savoir surmonter nos différences pour faire en sorte que nos 2 entreprises respectives fassent du business ensemble? C'est le choix qu'on a à faire. Si la réponse est non, on s'arrête tout de suite. Si la réponse est oui, on discute. Ça demande des couilles de ouf. C'est difficile à faire, mais sincèrement, je préfère entendre ça. Parce que c'est hyper argumenté, c'est pas non plus insultant, et je pense que si je reçois ça, je me dirais, bah oui, c'est con, en fait. On va pas bosser ensemble, nous, personnellement, mais de toute façon, c'est pas le sujet. Mais la réalité, c'est que, à moins que tu discutes de fondateur à fondateur, la majorité des autres représentants d'une entreprise ne sont que des employés qui parlent et qui sont employés pour représenter leur entreprise, pas leur propre point de vue. Souvent, beaucoup de gens s'égarent et pensent que leur personnalité devient celle de l'entreprise. Ça n'est pas cela. Quand tu travailles dans une entreprise, tu travailles dans l'intérêt de cette entreprise. Ta personnalité peut s'exprimer, mais jamais au détriment de celle de la marque que tu représentes. Donc le fait de crever l'abcès de cette façon remet l'église un peu au milieu du village. Et rappelle à ton interlocuteur qu'il n'est pas là pour des problématiques personnelles, mais qu'il est là pour représenter l'entreprise qui l'emploie et qui le rémunère pour cela. Alors j'imagine qu'il y a plein de gens avec qui ça passe pas. Ça arrive, et c'est très bien parce que tu gagnes énormément de temps, et dans ces cas-là, tu sais que tu peux passer au deal d'après, parce que il va rien se passer avec cette personne-là. Si cette personne est motorisée par son ego, et qu'elle n'est pas capable de se rendre compte elle-même qu'elle représente son employeur et pas sa propre personnalité, alors tu perds ton temps. Et quand tu viens de lancer ta boîte et que tu croules pas sous les propositions, est-ce que tu fais l'effort ou est-ce que tu appliques la même sentence? Moi, je pense que de toute façon, si tu lances ta boîte
et que tu as un projet professionnel, c'est a priori pas du court terme. C'est à minima du moyen terme. Je veux même pas parler de long terme, mais au moins du moyen terme. Et par conséquent, il faut avoir une forme d'éthique et de morale. Et si tu cherches le moyen terme, il faut s'employer à payer le prix du moyen terme. Si tu ne fais que du court terme, que tu acceptes toutes les conditions qu'on te propose et que tes interlocuteurs te proposent, alors la durée de vie de ton entreprise sera aussi assez court terme. J'ai envie de dire un truc un peu extrême. Peut-être que je me gourre, mais Manuel, tu vas me dire si je me gourre ou pas. Je pense que si tu viens de démarrer ta boîte, etc., imagine que toutes les conditions que tu mets maintenant et ta façon de vendre, c'est la même que dans 20 ans, si ta boîte est cotée en bourse et que t'es multimilliardaire. Tu poses les fondations, quoi. En fait, c'est vraiment, faut accepter que, et on l'a beaucoup vu notamment dans notre métier, avec des créateurs qui nous disent non mais moi je démarre comme ça et puis après tu feras la même chose en fait. Jamais. Tu le feras jamais. Et pour dire un truc très 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 vrai que j'ai remarqué moi-même dans le business en tout cas du numérique, c'est que si t'es pas payé pour quelque chose que tu fais par le fouet de ton travail, etc. Dès la première collaboration, tu ne le seras jamais. Ouais. Ça sera impossible. C'est la même chose que si tu fais payer ta prestation 100 € et que tu me dis non, mais dans 5 ans, je la ferai payer 2000. Mais pas avec ce client. C'est faux. Comment tu veux expliquer avec un client qu'en 2 ans, tu passes de x20? C'est impossible. Et ça, beaucoup de gens sont trop pressés du résultat, veulent un résultat tout de suite, même petit, et du coup ne sont pas patients par le fait d'avoir juste les bons interlocuteurs en face et les bonnes problématiques à résoudre pour correspondre avec leur éthique. Je pense effectivement que mettre fin à une relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, comme tu le disais, ça permet de se faire respecter. C'est un sujet qui est aussi beaucoup discuté dans Essentialism, que tu as lu aussi, je crois, que j'ai lu cet été, qui raconte qu'en fait, il faut pas avoir peur de dire non, parce que c'est le seul moyen de gagner le respect. Et quelqu'un qui est toujours disponible, qui dit toujours oui pour les déménagements, les trucs, ou pour une opération commerciale, finit par ne plus être respecté. Les autres font de leurs problèmes les vôtres. Et au bout d'un moment, en fait, vous êtes... oui. C'est ce qu'on appelle se commoditiser. Ouais. À partir du moment où tu dis oui à tout, tu deviens une commodité. Donc, voilà, t'es un trombone. Mais même enfin, tu vois, t'es du papier blanc dans le photocopieur, en fait. Ouais. Donc, tu es une commodité. Si tu deviens une commodité, il faut accepter de ne pas être désirable. Tu es un consommable au sens premier du terme. Ouais. Et donc ça ne marche plus, en fait. Et contrairement à ce qu'on peut penser, soyez-le avec les gens qui vous sont les plus proches. Bien sûr. Léo et moi, on se connaît depuis plus de 10 ans. Et le nombre de fois où Léo me dit non pour plein de trucs, c'est tout con, mais je le dis parce qu'on le sait, c'est vrai. Mais quand il me dit oui pour un truc, ça me rend 10 fois plus heureux que s'il m'avait dit oui tout le temps, parce qu'à un moment, c'est pas parce que juste t'es tout seul pour aller déjeuner que tu dois forcément dire oui à la première personne qui te propose. Et au bout d'un moment, tu me proposerais plus. C'est vrai. C'est sûr. Mais le meilleur moyen de s'entraîner, c'est vraiment avec les gens qui vous sont le plus proches. Parce que c'est souvent ceux qui vous bouffent le plus de temps. Et c'est important de se faire respecter déjà par les gens qui vous sont les plus proches pour garder ce niveau de désirabilité. C'est pas parce que c'est tes parents que tu dois forcément dire oui à tout ce qu'ils vont te demander. T'as le droit aussi de leur montrer que t'as ta vie, que t'es organisé, etc. J'en profite pour envoyer un message à mon père, Stéphane, qui écoute ce podcast. Arrête d'accepter à chaque fois qu'on te propose un déménagement, parce que tu sais très bien que tout le monde te le propose. Il a un restaurant, il a même des clients qui lui ont demandé pour un déménagement. Ah oui, quand même. Et il y est allé à chaque fois, un samedi après-midi, pour faire un déménagement. Arrête d'accepter, parce que tu sais que personne n'est là à ton déménagement, à part tes amis très proches, donc arrête. Voilà. Stéphane, si tu veux, on discute de tes business goals pour Q4 2022 et j'essaie d'organiser un meeting de 15 minutes avec Manuel. Si on a la chance de l'avoir, peut-être qu'on peut t'aider. Voilà. Bon, voilà, c'était les 4 conseils que j'ai retirés de ce livre. Je conseille la lecture, pas à tout le monde. Je pense que ça peut s'appliquer à toutes les sexualités. C'est surtout très hétérocentré et pour les hommes dans le vocabulaire. Mais à mon avis, psychologiquement, ça s'applique à tout le monde. En revanche, ça parle vraiment pas de vente. Il y a même un moment où ça parle de sexualité, de comment s'habiller, etc. Donc, ça reste un livre de séduction, mais qui néanmoins est le mieux écrit que j'ai pu lire. Manuel, rien à ajouter? Pas vraiment, non. Merci à tous. On finit par dire incroyable. Merci à tous. Merci. Merci à tous. On vous aime fort. La bise. Salut. Je n'irai pas jusque-là.